Bien, chers collègues, bonsoir à toutes et à tous. Je vous propose de commencer cette séance du Conseil municipal et je vais commencer par l'appel. Donc, Anthony Desclosiers est présent, Catherine Korb, Présente. Franck Steinmetz m'a donné pouvoir, Marianne Besmoulin, Michel Daculcy, Magali Cousin, Marc David, Jean Legovic, Edwige Tougeron, Lionel Salver, Geneviève Allopé. Geneviève Allopé va nous rejoindre, je suppose. Arnaud Deniel. Véronique Cadieux. Julien Foussard va nous rejoindre. Laure Charpentier. Clémence Mortier. Patrick Cottrel. Vincent Groussin. Delphine Rossard. Michel Leclanche. Denis Poira. Marie Grenapin. Loïc Leroux a donné pouvoir à Catherine Korb, Sonia Gruan, Henri Samoyau, Nasser Achabi, Martine Marchand, Philippe Bourgeolet, Stéphanie Prévost, Philippe Brasselet, Meriem Abkoui pouvoir à Martine Marchand, Laurent Daniel, Emmanuel Froger. Désignation du secrétaire de séance, je propose Patrick Cottrel, qui est d'accord. Approbation du procès-verbal du conseil municipal du 25 juin dernier. Est-ce qu'il y a des interventions? Il n'y en a pas, je le mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est donc adopté. Chers collègues, nous nous retrouvons donc pour ce conseil municipal au cœur d'une rentrée qui, je dois le dire, aura été dynamique. Le traditionnel forum des associations, la traditionnelle braderie, les rendez-vous associatifs qui ont ponctué tout le mois de septembre. Je crois que nous pouvons collectivement remercier l'ensemble des associations et des bénévoles qui se sont investis dans ces différents moments. Septembre rime également pour les familles lycéennes avec l'entrée des enfants à l'école, dans une crèche ou dans les autres modes de garde. Depuis d'ailleurs la loi de décembre 2023, notre commune est désormais autorité organisatrice de l'accueil du jeune enfant et nous en parlerons tout à l'heure pour vous faire un état des lieux de la mise en œuvre de cette politique. Plusieurs délibérations porteront lors de ce conseil municipal sur ces modalités d'accueil. Et en introduction, Marianne Besmoulin vous expliquera exactement à quoi se représente ce service public. Nous aurons également une délibération importante et on va commencer par cela. Et je laisserai tout à l'heure la parole à Véronique Cadieux pour présenter le renouvellement du contrat local de lutte contre les violences sexuelles et sexistes, un engagement municipal de longue date que nous poursuivons et qui est évidemment fondamental dans cette période. Avant de débuter notre ordre du jour, je souhaite informer l'ensemble du conseil municipal que notre collègue élu Michel Leclanche m'a fait part de son souhait de démissionner de sa délégation d'élus délégués à la sécurité et à la tranquillité publique et de quitter le groupe majoritaire. Je souhaitais vous donner cette information et remercier, Michel, te remercier pour ces années d'engagement à mes côtés au sujet de ces questions qui sont ô combien importantes. J'informe de ce fait le conseil municipal que Catherine Korb, première adjointe, assurera désormais cette fonction. Eh bien voilà, chers collègues, ce que je voulais vous dire en introduction. Oui, je vous passe la parole. Je passe la parole à Michel Leclanche. Merci, monsieur le maire. Tout d'abord, à toutes et tous, je voudrais un petit message personnel pour vous remercier pour vos messages et pour votre présence lors du décès qu'on vient de vivre avec Monique. C'est très gentil de votre part, on en y est très sensible. Voilà. J'ai, monsieur le maire, si tu permets, une petite intervention à faire, s'il te plaît. Comme nous en avions convenu dès le départ, et de fait, je pensais qu'avec une sincérité réciproque et une mise en commun de nos valeurs d'humanisme, nous aurions pu travailler ensemble pour le bien-être de notre belle commune et de ses habitants. Malgré, je dirais même grâce à des origines et une culture politique différentes. En fait, j'allais assez vite déchanter et me rendre compte que j'avais fait preuve d'une certaine naïveté coupable. En effet, le chemin aura finalement été bien long et semé d'embûches. Petit à petit, malgré les apparences, j'ai très vite fait face à un mur mêlé de
dogmatisme, de déni, n'ayons pas peur des mots, d'un certain sectarisme politicien, de la part de certains, à une sorte de rejet à peine voilé. Malgré les difficultés, je pensais pouvoir apporter ma contribution à ce beau projet de départ, mais on ne peut agir pour l'intérêt général que dans un climat de confiance réciproque et dans une ambiance constructive et positive. Même si c'était le cas avec toi, monsieur le maire, nous travaillons en équipe. De fait, aujourd'hui, la vision politique du groupe est clairement en désaccord avec mes convictions. En dépit de belles intentions affichées dans mon attribution de la sécurité et de tranquillité publique, sous la responsabilité du maire, bien évidemment, on est très loin du compte par rapport à ce que je souhaitais et pensais pouvoir contribuer à faire. Notre belle ville de Sainte-Luce doit absolument garder sa qualité de vie, malgré la proximité d'une grande métropole, loin d'être épargnée par une violence et une insécurité grandissantes. C'est dans ce contexte que je souhaitais nous voir très vite adhérer au CSU et à la vidéosurveillance, comme l'a si bien fait la ville de Nantes, peu taxable d'extrême droite. Mais l'esprit est plutôt dans le déni, et cela a abouti à rendre fort peu crédible mon rôle de délégué à la sécurité et tranquillité publique. Je n'insisterai pas sur l'anecdote de la découverte de nouveaux policiers municipaux en les croisant par hasard au poste où je passais tous les jours. Dans ces conditions, malgré de nombreuses démarches de ma part, je n'ai plus convenance à perdre mon temps et mon énergie. J'ai donc décidé, sans aucune amertume, mais avec regret, de démissionner de mon poste de délégué à la sécurité et tranquillité publique. J'ai décidé par même occasion de quitter le groupe majoritaire. J'insiste, avec beaucoup de regrets par rapport à ta personne, monsieur le maire. Comme le disait si bien Victor Hugo, soyez comme l'arbre, changez vos feuilles, mais jamais vos racines. Me concernant, changez vos opinions, mais jamais vos principes. Je siégerai donc dorénavant en tant que conseiller municipal indépendant, en étant particulièrement veillant au bienfait des Lucéens et des Lucéennes. Merci beaucoup. Merci pour cette intervention. Alors, je ne souhaite pas entrer dans la polémique et répondre point par point, surtout étant donné le contexte aussi dans lequel nous sommes. Donc, je me contenterai peut-être de rappeler le chemin que nous avons fait en matière de politique de tranquillité et de sécurité publique. Ce sera ma seule intervention pour dire que nous avons fait beaucoup durant ce mandat. Nous avons recruté un 6e policier municipal. C'était notre première décision collective au début de ce mandat, même si ça a été un peu plus difficile que prévu du fait de changements au sein de l'équipe de la police municipale. Il n'empêche qu'aujourd'hui, ils sont bien 6 policiers municipaux. Nous avons mis en place nos 15 caméras aux entrées et sorties de la ville. C'était un fait unique. Certes, elles ne sont pas connectées au centre de supervision urbaine, mais c'est le choix collectif, mûrement réfléchi, décidé et voté par l'équipe majoritaire. Et je rappelle, ces caméras-là n'existaient pas avant, c'est donc un point, je crois, positif. Nous avons renoué ensemble, d'ailleurs, Michel, les relations avec la gendarmerie, lesquelles n'existaient plus jusqu'alors. Et par ailleurs, nous sommes engagés dans le CILSPD, le comité intercommunal de lutte contre la délinquance, prévention de la délinquance. Donc nous avons aussi agi avec le dispositif participation citoyenne que tu animais, Michel, et qui est fort utile en lien avec les conseils de quartier. Donc nous avons fait beaucoup de choses, cela porte ses fruits. D'ailleurs, le nombre d'atteintes aux biens a baissé de l'ordre de 15 à 18% en l'espace de 2 années, ce qui démontre que le travail collectif auquel tu as participé, d'ailleurs, Michel, et je t'en remercie, a permis de mesurer ces résultats. J'ai sous les yeux, d'ailleurs, de nombreux chiffres qui pourraient attester que la situation est meilleure à la fin du mandat qu'elle ne l'était au début. Et je crois que tout ça, c'est le travail collectif que nous avons su mener ensemble en faveur, pour reprendre les mots utilisés,
d'une qualité de vie dans notre commune. J'observe d'ailleurs qu'entre le début du mandat et aujourd'hui, j'ai beaucoup moins à intervenir auprès des lycéens sur des sujets liés à l'insécurité. Preuve, je crois, que nous avons su remettre des espaces de dialogue à la fois et des services de force de l'ordre, que ce soit la police municipale ou la gendarmerie, au service des habitants. Quant aux questions dogmatisme ou autre, je crois que nous pouvons convenir ensemble que nos chemins se sont séparés en termes aussi de valeurs que nous avons portées. C'est ainsi va la vie politique, en tous les cas. Merci, Michel, pour ton engagement à mes côtés et à nos côtés. Voilà pour ma réponse. Est-ce qu'il y a d'autres interventions en ce début de conseil municipal? Il n'y en a pas, donc je propose de passer à l'ordre du jour. Merci à tous. Et d'ores et déjà, je passe la parole à Véronique Cadieux pour le renouvellement du contrat local de lutte contre les violences sexuelles et sexistes. Véronique Cadieux. Bonjour à tous, chers collègues. La délibération que je vous présente ce soir est le renouvellement du contrat local de lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Sainte-Luce s'est emparée de ce sujet dès le lancement du Grenelle de lutte contre les violences sexistes et sexuelles en septembre 2019. Un étroit travail entre la ville, avec les services de la préfecture et les différents partenaires, a conduit à la signature d'un contrat local de lutte contre les violences sexistes et sexuelles en février 2020. Nous l'avons reconduit ensemble en décembre 2022. Il s'agit aujourd'hui de le reconduire pour 3 années supplémentaires. Le phénomène des violences sexistes et sexuelles continue de prendre de l'ampleur, que ce soit dans la sphère publique ou privée. Nous apprenons régulièrement une affaire qui nous interpelle, un nouveau féminicide. En France, une femme décède tous les 3 jours sous les coups de son compagnon ou ex-compagnon. Les violences sexistes et sexuelles sont un des motifs majeurs de saisine des forces de sécurité en zone urbaine comme en zone rurale. Ces violences ont de multiples conséquences sur les victimes et leurs entourages, notamment sur les enfants qui y sont exposés. En 2021, 12 enfants ont été tués en France dans le cadre de violences au sein du couple. En Loire-Atlantique, 3000 enfants vivent dans un ménage dans lequel la femme est victime de violences conjugales. Elle favorise les vulnérabilités sociales qui contribuent à des cumuls de difficultés engendrées au cours de la vie, ainsi qu'à un risque élevé de violences répétées à l'âge adulte. Les violences portent atteinte aux droits fondamentaux et aux principes d'égalité qui fondent notre République et doivent être fermement combattues et réprimées. Malgré les avancées notables, ces violences demeurent néanmoins massives et encore insuffisamment repérées. 44% des victimes n'entreprennent aucune démarche. C'est pourquoi la reconduction de notre CLVSS est essentielle. Et j'entendais, en venant ici, à la radio, que 2/3 des saisines au tribunal aboutissaient à un... Enfin, étaient sans suite, n'avaient pas de suite. Donc c'est... Non, c'est pas un non-lieu, c'est sans suite. Ah oui, classé sans suite. Donc, même s'il y a peu de gens qui vont jusqu'au bout, quand ils vont jusqu'au bout, il y a encore les 2/3 qui sont sans suite. Donc, pour revenir à notre CLVSS, plusieurs nouvelles actions ont pu être menées entre 2023 et 2025. D'autres sont le prolongement des objectifs fixés par le premier CLVSS. Je vous fais une petite énumération. Le premier axe, c'était de favoriser l'amélioration des réponses apportées aux victimes. La présence d'une référente VIF au CCAS, ce qui est un vrai plus pour notre ville et qui est, je crois, unique dans la métropole. Le maintien du dispositif d'accès à l'hôtel dans les situations d'urgence. Le maintien de la possibilité de faciliter le dépôt de plainte par la mise en relation avec la gendarmerie en dehors de la brigade. Une sensibilisation importante des agents de la ville à l'impact des violences conjugales sur les enfants. L'association Solidarité Femmes est intervenue auprès de l'équipe
Bidibule et auprès des équipes d'ATSEM. Deuxième axe, renforcer l'efficacité du travail partenarial sur le territoire. Le maintien des interlocuteurs spécifiques avec la présence d'un référent vif au sein de chaque institution et un repérage de solidarité femmes comme lieu ressource pour les professionnels. On a également la poursuite de temps de rencontres réguliers entre services pour une meilleure interconnaissance. 1 à 2 temps d'échange ont été proposés chaque année. Ils ont pour objet de partager l'actualité des services, de réfléchir à la mise en place d'actions spécifiques ou de faire le bilan des actions menées. Poursuite du développement aussi du lien avec les professionnels du milieu médical et paramédical, afin de les sensibiliser à l'existence du maillage partenarial existant sur le territoire et les possibilités de réponse à apporter aux victimes. Nous avons organisé en avril dernier une soirée d'information sur le mécanisme des violences et de présentation des principaux intervenants présents sur le territoire. Ce projet a été construit en collaboration avec les villes de Carquefou et de Mauves-sur-Loire. Et on peut dire que cette soirée a été une réussite. Les médecins présents et les paramédicaux présents étaient très enthousiastes et souhaitent que cette action se poursuive. Troisième axe, poursuivre les actions de prévention. On essaye de proposer des actions de sensibilisation en ciblant un public différent à chaque fois, que ce soit les collégiens au travers d'un théâtre documentaire au fil du temps, les familles avec un spectacle de cirque, d'Ori, traitant du thème du consentement, les agents de la ville et les lycéens et lycéennes au travers d'une exposition bien dans leur genre, une action porteuse de parole portant sur la question de l'égalité homme-femme. Le contrat local permet de compléter l'intervention des services spécialisés, tels Solidarité Femmes, Citadelle ou le département, en proposant une réponse locale et individualisée aux femmes victimes, par la présence d'une référente dédiée. Ce poste est également une ressource en interne pour les services de la ville. Ce contrat local a permis d'enrichir l'interconnaissance des acteurs signataires, de fluidifier le partenariat et ainsi faciliter l'orientation et l'accès aux dispositifs et aides existants. Ce contrat a impulsé une dynamique positive sur le plan de la prévention et des relations partenariales. Sa reconduction offrira donc un cadre pour poursuivre les actions de prévention auprès de tous les publics, de dynamiser le partenariat et d'apporter des réponses à d'éventuels nouveaux besoins. Les 3 grands axes de ce précédent contrat restent prioritaires et seront reconduits dans le prochain contrat. Les actions clés de ce dispositif, c'était bien sûr la présence de la référente VIF, que je ne cesserai de remercier, en la personne de Fabienne Rioux. Le dispositif d'hébergement d'urgence que nous n'utilisons pas souvent parce que les solutions qui existent sur la métropole a priori suffisent, mais nos partenaires nous demandent de le conserver au cas où. Les temps de sensibilisation des professionnels vont évidemment se poursuivre et s'enrichir auprès des équipes d'animation, des élus, des professionnels médicaux et des agents de la ville. Et enfin, de nouvelles réflexions sont impulsées dans ce nouveau contrat. Il s'agira de développer des actions de prévention des inégalités et des violences vis-à-vis du sport, de faciliter le repérage de situations d'enfants en danger en lien avec le département. Il est donc proposé au conseil municipal de conventionner avec l'ensemble des partenaires intervenant dans le domaine des violences sexistes et sexuelles et de renouveler la signature d'un nouveau contrat de lutte contre les violences sexistes et sexuelles pour la période de 2026-2028. J'ai oublié, ça m'est revenu, dans les nouvelles actions, il y a effectivement dans le sport, mais aussi dans l'espace public, où nous essayons de monter quelque chose de nouveau, mais c'est encore en réflexion. Voilà.
Merci Véronique pour ta présentation très complète et pour les perspectives pour ce contrat local. Est-ce qu'il y a des interventions, chers collègues? Oui, Monsieur Brasselet. Je voudrais juste dire que, bien entendu, nous allons voter pour cette délibération. Le process, donc c'est un process que nous avions initié lors du mandat précédent. Nous étions non, mais vous l'avez dit, mais je le répète, c'est important. Donc, nous allons bien entendu donc procéder au renouvellement avec les adaptations qui ont été réalisées, mais c'est important de le rappeler. Merci. Y a-t-il d'autres interventions? Non, il n'y en a pas. Merci Véronique. Heureusement, il y a continuité de l'action entre les municipalités, c'est bien normal. Je voudrais donc remercier Véronique pour cette intervention, mais aussi sur l'engagement, sur ce contrat local au quotidien, aux côtés des équipes du CCAS, mais aussi de Fabienne Rio, tu l'as cité d'ailleurs tout à l'heure, qui est référente violence intrafamiliale sur la commune et qui en effet effectue un travail remarquable. Ce contrat local, son renouvellement, c'est un pas de plus dans la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Il nous reste encore beaucoup de chemin à parcourir en la matière. Je voudrais citer quelques chiffres. En 2023, 271 000 victimes de violences conjugales ont été enregistrées, 85% de femmes. Il est donc essentiel à notre échelle de poursuivre et d'amplifier notre action collective pour sensibiliser, pour prévenir aussi les violences dans le cercle familial, dans le cercle amical, pour les femmes victimes bien sûr, mais aussi pour les enfants qui parfois sont aussi co-victimes. C'est donc le sens du partenariat que nous souhaitons développer avec l'Éducation nationale pour améliorer le repérage d'enfants en danger. Les violences, elles ne concernent pas que le cercle familial. Par exemple, un autre chiffre, en France, 87% des femmes déclarent avoir déjà été victimes de harcèlement ou de violences sexuelles ou sexistes dans les transports. Je ne vais pas égrener l'ensemble des chiffres du ministère, mais on constate qu'il nous faut agir dans différents champs, et c'est ce qu'a présenté Véronique, pour sensibiliser, pour prévenir toujours plus ces violences. Et le contrat local propose donc d'élargir la réflexion, notamment à l'espace public au sens large, mais aussi dans le domaine sportif. Notre mobilisation collective, elle doit donc s'amplifier. Les chiffres des violences sexuelles augmentent sur la commune, malheureusement, et comme ailleurs. Et face à ce sujet qui est grave, c'est un sujet grave, eh bien, je veux dire toute notre mobilisation et ainsi remercier toutes celles et ceux qui œuvrent à nos côtés. Je vais donc citer les organismes et les associations, Monsieur le Préfet, bien entendu, le département de la Loire-Atlantique, le procureur de la République, l'Éducation nationale, le Centre d'information sur les droits des femmes et des familles, l'association Solidarité Femmes, le planning familial de Loire-Atlantique, l'association Solidarité Estuaire et les bailleurs Atlantique Habitation, CDC Habitat, Harmonie Habitat, la Nantaise d'Habitation, Villogia, l'ensemble des partenaires qui œuvrent à nos côtés. Mesdames et messieurs, chers collègues, je vous invite donc à voter ce renouvellement de contrat. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Qui vote pour? Ce renouvellement est donc adopté. Merci à vous, chers collègues. Je vais passer maintenant à la deuxième délibération. Je passe la parole à Jean Le Govic concernant la convention de partenariat entre la ville et le Centre communal d'action sociale. Merci. Je vais profiter de cette occasion pour rappeler le rôle du CCAS. Le Centre communal d'action sociale, CCAS, est chargé d'animer une action générale de prévention et de développement social sur le territoire communal en liaison étroite avec les institutions publiques et privées. La ville de Sainte-Luce et le Centre communal d'action sociale partagent une ambition commune. Proposer aux lycéennes et aux lycéens les réponses les plus adaptées en matière de solidarité, de prévention, d'accès aux droits et d'accompagnement des publics vulnérables. Dans ce cadre, outre les missions obligatoires confiées par les textes, le CCAS de Sainte-Luce est chargé par la ville de mettre en œuvre des politiques publiques municipales relevant de l'action sociale et de la solidarité.
Il constitue ainsi l'outil privilégié de la ville pour répondre aux besoins sociaux des habitants les plus vulnérables, lutter contre la précarité et l'isolement, agir sur les leviers favorisant l'inclusion tout en s'adaptant au contexte. Il est notamment l'un des principaux acteurs dans la mise en œuvre opérationnelle des orientations politiques en matière de solidarité sur le territoire. Afin de lui permettre d'assurer ses missions locales et de porter ses projets en faveur de l'intérêt public local, la ville attribue au CCAS une subvention d'équilibre annuelle et lui apporte divers concours permettant d'optimiser l'utilisation des fonds publics et de garantir la cohérence globale du fonctionnement des services de proximité en direction des lycéens et des lycéennes. Il est donc proposé d'établir une convention de partenariat entre la ville et le CCAS, afin de valoriser l'action du CCAS dans le cadre de la politique publique de solidarité portée par la ville, en identifiant les missions portées par le CCAS au-delà des missions obligatoires, de garantir les moyens accordés par la ville au CCAS pour l'exercice des missions qui lui sont confiées, en clarifiant l'ensemble des concours apportés par la ville et leurs modalités, de poser le cadre de suivi de cette convention. Cette convention est conclue pour une durée de 3 ans. Elle a été présentée et approuvée par le conseil d'administration du CCAS le 16 septembre 2025. Cette convention permet de formaliser le fonctionnement et les relations entre la ville et le CCAS. Il a été écrit ce qui se passe, de fait, entre les moyens mis à disposition par la ville. Alors, ça concerne les ressources humaines, la gestion du courrier, la communication, les achats, le système informatique, le patrimoine, etc., entre la ville et le CCAS. Un dispositif de suivi est mis en place et rendra compte de l'application de cette convention. Merci de votre attention. Merci Jean. Est-ce qu'il y a des interventions sur ce sujet? Il n'y en a pas. Je le mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Cette délibération est donc adoptée. Avant de passer la parole à Edwige Tougeron pour la délibération 3 sur le renouvellement de la convention d'objectifs et de financement du relais petite enfance, je vous propose de passer la parole à Marianne Besmoulin pour vous faire un point sur la mise en œuvre de la compétence, puisque nous sommes, comme je le disais en introduction, autorité organisatrice du service de la petite enfance depuis peu de temps. Donc on va vous faire un point. Je passe la parole à Marianne Besmoulin. Merci, monsieur le maire. Bonsoir à toutes et tous. Donc effectivement, le 18 décembre 2023, la loi du plein emploi a confié aux communes le rôle d'autorité organisatrice de l'accueil du jeune enfant. Et cette loi s'est appliquée depuis le 1er janvier 2025. Donc la volonté était de créer un service public de la petite enfance pour garantir aux familles un égal accès à l'information et une offre d'orientation, développer et pérenniser les places d'accueil sur le territoire, favoriser l'accès réel de tous les enfants au mode d'accueil et revoir les modalités de contrôle des modes d'accueil et garantir une offre de qualité. Donc, le service public de la petite enfance, c'est un réseau local pour organiser l'accueil du jeune enfant, piloté donc désormais par les communes ou intercommunalités, donc nous concernant par la commune de Sainte-Luce. Donc la volonté était d'apporter une réponse globale aux besoins des parents, donc quelques chiffres. 61% des parents déclarent que trouver un mode d'accueil est une source de stress importante. Plus de 50% des parents veulent plus d'informations sur les modes d'accueil existants. Et 139 000 mères d'enfants de moins de 3 ans sont contraintes d'être inactives ou à temps partiel, faute de mode d'accueil accessible. Donc, concernant spécifiquement Sainte-Luce, quels sont les changements ? Donc, il s'agit de construire une politique répondant aux besoins des familles. Et donc, nous nous situons donc dans la strate des communes de plus de 10 000 habitants. Donc voilà, j'ai déjà cité des missions. Donc, recenser les besoins des enfants, recenser les modes d'accueil, informer, accompagner les familles. Ça, c'est pour toutes les communes. Pour les communes de plus de 3 500 habitants, planifier le développement des modes d'accueil et soutenir leur qualité. Et pour les communes de plus de 10 000 habitants, mettre en œuvre le schéma pluriannuel de maintien et de développement de l'offre et mettre en place un relais petite enfance, donc cette obligation à compter du 1er janvier 2026. Donc on va rentrer un peu plus dans le détail des compétences, donc des 4 compétences. La première compétence, c'est donc le recensement des besoins des enfants de moins de 3 ans et de leurs familles et les modes d'accueil disponibles sur le territoire. Donc, ces missions sont déjà assurées par le relais petite enfance de la ville.
Donc pour faire un zoom sur Sainte-Luce, on voit ici l'évolution du nombre de naissances sur la période 2020-2024. Donc on constate depuis 3 ans une baisse du nombre de naissances qui est cohérente avec ce qui est observé au niveau national. Concernant les modes d'accueil collectifs sur le territoire, donc, nous avons 2 multi-accueils, Bidibule et Félix Tessier, 2 multi-accueils municipaux, ainsi qu'une crèche interentreprise, Lulu l'Escargot. 3 MAM sont sur le territoire et actuellement une microcrèche avec une deuxième microcrèche qui va ouvrir début 2026. Donc, sur la répartition des places d'accueil collectif sur Sainte-Luce, il y a 80 places sur les 2 multi-accueils de la ville, 42 places sur la crèche interentreprise et actuellement 12 places dans la microcrèche avec 12 places à venir en début 2026 et 28 places dans les maisons d'assistantes maternelles. Concernant les demandes de préinscription des multi-accueils de la ville, donc ça, c'est les familles qui souhaitent que leur enfant soit accueilli sur l'un des 2 multi-accueils de la ville font une préinscription qui est examinée par une commission d'attribution. Donc ça nous permet de voir un peu le taux de pression qu'il y a aussi chaque année sur ces places en multi-accueil. Donc en fait, on constate une évolution qui correspond à l'évolution des naissances, du nombre de naissances sur la ville avec un décalage avec un petit décalage dans le temps. Donc on voit une demande en forte hausse jusqu'en 2023, puis une baisse qui peut être expliquée donc en partie par la baisse des naissances. Donc là, on voit l'évolution du nombre d'assistants maternels sur la commune. Donc on voit qu'il y a toujours un écart entre le nombre d'assistants maternels agréés et le nombre d'assistants maternels en activité au 31 décembre. Ça, ce sont des données communiquées par la Caisse d'allocation familiale. Et donc, on constate une baisse significative de ce nombre qui est liée notamment en grande partie par des départs en retraite. Et on a encore actuellement une proportion non négligeable d'assistants maternels qui sont proches du départ à la retraite et également des arrêts d'activité. Donc, si on regarde le taux de couverture sur Sainte-Luce, donc le taux de couverture, c'est la capacité théorique d'accueil des enfants de moins de 3 ans par les modes d'accueil formels, donc tous les modes d'accueil, assistante maternelle, accueil en collectif ou garde à domicile. Donc ça, c'est la capacité théorique pour 100 enfants de moins de 3 ans. Donc sur Sainte-Luce, le taux de couverture était de presque 81% en 2022. On n'a pas de données plus récentes parce que c'est la CAF qui les communique et il y a un décalage au niveau des données. Donc on voit que ce taux est à peu près constant sur la période 2017-2022 et comparable, un peu au-dessus de celui de la métropole et de la Loire-Atlantique. Sur la deuxième compétence, informer et accompagner les familles d'enfants âgés de moins de 3 ans ainsi que les futurs parents. Ces missions sont assurées à la fois par le relais petite enfance et par le pôle parentalité de la ville. Donc pour Sainte-Luce, en 2024, quelques chiffres. 225 familles ont sollicité le relais petite enfance. 31 familles ont bénéficié d'un accompagnement individuel avec la référente parentalité. 54 familles ont été accueillies au lieu d'accueil enfants-parents sur 38 matinées. Donc, le lieu d'accueil enfants-parents concerne les parents, les jeunes parents d'enfants de moins de 3 ans. Moment Famille a réuni 8 à 17 familles sur les 8 matinées qui ont eu lieu en 2024. Donc, ce dispositif était initialement plutôt dédié à des enfants en âge maternel et élémentaire, mais il a été constaté que beaucoup de familles venaient avec des jeunes enfants de moins de 3 ans et donc désormais ils peuvent être accueillis dans un espace dédié adapté à leur âge. Et enfin, 150 participants ont participé aux 5 rendez-vous de la parentalité. Concernant la troisième compétence, la planification du développement des modes d'accueil du jeune enfant et son maintien,
Donc ça, c'est un des points de la Convention territoriale globale qui prévoit la planification sur la période 2024-2027. Donc ça, c'est encore un point à développer, qui est en cours de travail. Et l'objectif est d'avoir vraiment des orientations pluriannuelles et de pouvoir programmer les actions à mener sur le territoire. La ville gère les 2 multi-accueils de 40 berceaux. Il y a un suivi des naissances avec le service état civil et puis un accompagnement et soutien aux porteurs de projets. Il y a eu 17 rendez-vous pour des projets d'installation depuis 2021. Il y a une possibilité de subvention à l'installation pour les maisons d'assistantes maternelles. Donc malheureusement, la grosse difficulté sur Sainte-Luce, c'est de trouver des locaux adaptés pour ouvrir une telle structure, ce qui n'a pas été possible depuis 2021. Et j'ai déjà mentionné l'ouverture prochaine de la microcrèche au sein de la résidence du Clos du Chassé. La ville a assuré l'appel à projet et le suivi de cette mise en œuvre. Enfin, sur la dernière compétence, soutenir la qualité des modes d'accueil sur le territoire. Ces missions sont assurées et à développer par le service petite enfance de la ville. Donc, il s'agit à la fois de formation, tant pour les professionnels des multi-accueils que pour les assistantes maternelles par le relais petite enfance. Je ne vais pas tout détailler, mais il y a des séances d'analyse de la pratique, 3 journées pédagogiques par an, un accès aux conférences du pôle parentalité, par exemple. Concernant la santé et l'accueil inclusif, un référent santé et accueil inclusif est présent dans les 2 multi-accueils. Les professionnels ont été sensibilisés à l'accueil d'enfants à besoins spécifiques en lien avec l'action Handisup. Une psychomotricienne intervient dans un multi-accueil à raison de 20 heures par an. On a bien sûr un partenariat avec la PMI. Et puis le soutien de la référente parentalité et violence intrafamiliale qui a déjà été mentionnée par Véronique sur des situations spécifiques. Pour la qualité de l'accueil, toujours des actions passerelles pour passer de la petite enfance aux structures enfance, donc que ce soit l'accueil de loisirs ou les écoles maternelles, des sorties diverses, ludothèques, médiathèques, des activités avec l'EHPAD, la mise en place d'un partenariat avec le service culture pour l'accès à des spectacles adaptés, et puis l'amélioration de l'accessibilité aux espaces naturels à travers diverses activités. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci Marianne. Est-ce qu'il y a des questions et interventions sur cette présentation? Il n'y en a pas. Je me tourne donc vers Edwige Tougeron pour, en conséquence, nous présenter la délibération 3 sur le renouvellement de la convention d'objectifs et de financement du relais petite enfance. Je ne vais pas vous présenter le relais petite enfance. D'une part, vous le connaissez. D'autre part, Marianne a largement contribué à vous le faire connaître dans ses nouveaux aspects. Là, il s'agit de renouveler une convention avec la CAF qui permet un financement. La convention a été signée dans le cadre de la CTG, la Convention territoriale globale. Et là, je vous invite à accepter que le maire signe pour la période de 2025 à 2027. Merci Edwige. Est-ce qu'il y a des interventions sur cette délibération? Il n'y en a pas. Je la mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée. Délibération 4, Edwige Tougeron, pour le renouvellement de la convention d'objectifs du multi-accueil Bidibule. Voilà. Donc de même, vous connaissez le multi-accueil Bidibule. C'est aussi le renouvellement de la convention qui est signée avec la CAF. Et je vous invite à accepter que le maire signe pour cette convention pour la période de 2025 à 2027. Merci. Des interventions? Il n'y en a pas. Je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée. Délibération 5. C'est les tarifs du multi-accueil Bidibule. Comme vous le savez, c'est la CNAF qui fixe un barème national de participation des familles basé sur le taux d'effort pour tous les multi-accueils.
Et cette année, le plafond des ressources mensuelles a été augmenté. Il y a un plafond, un plancher et un taux. Cette année, seul le plafond a été augmenté, passant à 8 500 €, soit 1 500 € de plus que l'année passée, que les années précédentes. Donc, oui, vous pouvez approuver, mais... ou pas. Ou pas. Merci Edwige. Est-ce qu'il y a des interventions? Il n'y en a pas. Je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient. Cette délibération est donc adoptée. Marianne Besmoulin pour la délibération 6 sur les conventions de la piscine de Carquefou. Oui, donc cette délibération et la suivante sont les délibérations traditionnelles à chaque rentrée scolaire pour permettre aux enfants lycéens de bénéficier de séances de piscine. Donc, concernant la piscine de Carquefou, il s'agit des enfants de CE1 qui vont disposer de cycles de 9 à 10 séances de 40 minutes pour 10 classes. Donc, le coût du créneau horaire est fixé à 267,88 €, ce qui représente une dépense totale d'un peu plus de 12 000 € pour l'année scolaire, à laquelle il faut ajouter les frais de transport de Sainte-Luce à Carquefou, ce qui représente environ 6 000 € par an. Et donc, l'objectif de cette délibération est d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention avec la ville de Carquefou. Merci. Est-ce qu'il y a des interventions? Il n'y en a pas. Je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient. Délibération adoptée. Délibération suivante, c'est la même chose pour Basse-Goulaine. Exactement. Donc, à Basse-Goulaine, ce sont nos écoliers de CP qui auront des cycles de 9 ou 8 séances selon le calendrier. Et donc, on a également 10 classes de CP sur la commune. Le coût du créneau horaire est fixé à 102 €, ce qui représente une dépense totale d'un peu plus de 9 000 € pour l'année scolaire pleine. Et les frais de transport s'élèvent à peu près à 5 400 € pour l'année. Merci. S'il n'y a pas d'intervention, je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient. Délibération adoptée. Denis Poira, la délibération 8 sur le versement d'une subvention au collège. Oui, merci Monsieur le maire, bonsoir à tous. Cette délibération concerne le versement d'une subvention et aussi s'inscrit dans une continuité qui est celle de favoriser les échanges entre Sainte-Luce et la ville jumelée d'Herzogenaurach en Allemagne. Comme vous le savez, nous avions déjà soutenu les échanges qui avaient été entrepris par le collège, qui permettent à des jeunes collégiens de se déplacer en Allemagne pour découvrir la ville et la culture, et inversement, des Allemands qui viennent également en France. Là, il s'agit donc d'un échange scolaire qui aura lieu au mois de novembre, du 24 au 29 novembre, qui permettra à 40 lycéens de 5e et de 4e du collège de la Rentière de se rendre à Herzogenaurach. Pour précision, il y a 30 germanophones. Donc ils ont déjà commencé un travail avec des correspondances épistolaires. Et donc ça permet la continuité, ça permet de souligner l'approche globale du jumelage au travers notamment la commission de jumelage qui est très importante pour monter ce genre de projet, qui permet en partenariat avec les associations sportives, culturelles, mais aussi au cercle des amis d'Herzogenaurach qu'on associe à chaque fois, et le collège, de développer ces projets qui permettent donc des échanges qui, j'espère, continueront et qui sont déjà en préparation d'ailleurs pour d'autres domaines comme le sport ou la culture. Là, il s'agit donc d'aider le collège à hauteur de 500 € pour financer ce voyage. Et c'est ainsi que je vous demande de voter cette subvention. Merci Denis. Nous saluons la relance du partenariat avec le collège et notamment les voyages qui sont organisés, puisque c'est la deuxième fois, je crois, que ça se fait. Et ça faisait quelques années que ça n'avait pas eu lieu, donc c'est très positif, puisqu'on sait qu'un jumelage vit notamment grâce aux jeunes et aux actions associatives. Donc c'est une très bonne chose que ça puisse se dérouler de nouveau. Est-ce qu'il y a des interventions sur ce sujet? Il n'y en a pas. Je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient. Délibération adoptée. Délibération suivante, Michel Daculcy, concernant remboursement activité jeunesse. Merci, monsieur le maire. La ville de Sainte-Luce, donc, dans le cadre de sa politique enfants-jeunesse, organise des activités. Ces activités peuvent être amenées à ne pas se dérouler, ou bien les familles de ne pouvoir y participer, souvent pour la raison médicale.
La décision de rembourser donc, les usagers ne fait pas partie des délégations données au maire. Aussi, seul le conseil municipal, grâce à une délibération, peut permettre de rembourser ses usagers. Ces remboursements concernent un montant total de 107,23 € qui concerne 3 familles et pour des raisons soit médicales, soit, comme je disais, d'annulation de l'activité. Donc voilà concernant cette délibération. Merci. S'il n'y a pas d'intervention, je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient. Délibération adoptée. Délibération suivante, admission en non-valeur, admission en créance éteinte. Michel Daculcy. Merci. Régulièrement, nous avons des demandes du trésorier payeur, l'ordinateur et le comptable public d'admission en non-valeur et d'admission en créance éteinte. Les non-valeurs sont soumis toujours à la décision du conseil municipal. Et concernant les autres admissions en créance éteinte, c'est donc sur deux registres différents. Les premières, les non-valeurs, n'empêchent nullement un recouvrement ultérieur si le redevable revenait à une situation lui permettant d'honorer sa dette, alors que les admissions en créance éteinte, il y a des procédures de surendettement qui ont eu lieu et qui éteignent systématiquement la dette. Le montant total pour les admissions non-valeurs est de 2104,41 € et concernant les créances éteintes, il s'agit d'un montant de 238,81 €. Et ça concerne sur 2022, 2023, 2024 et 2021 pour les plus vieilles. Et les créances éteintes 2023 et 2024, qui concernent essentiellement la restauration scolaire. Voilà sur ces projets de délibération. Merci. S'il n'y a pas d'intervention, je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient. Délibération adoptée. Délibération suivante, la convention avec l'UGAP. Merci. Donc il s'agit là d'un renouvellement de prestations par l'UGAP relative au service de téléphonie fixe. Nous travaillons déjà avec l'UGAP et là c'est un renouvellement et recours au titulaire SFR par l'intermédiaire de l'UGAP. Donc il y a une convention qui est reconduite. Voilà, c'est rien de particulier concernant cette convention. Merci. Il n'y a pas d'intervention. Je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient. Délibération adoptée. Délibération suivante, Vincent Groussin, concernant l'examen des rapports d'activité de nos délégations de services publics. Oui, donc bonsoir. Donc voilà, donc la ville a confié la gestion de 3 services publics à des opérateurs privés par le biais d'une délégation de services publics. Il s'agit de la fourrière municipale, du marché et du multi-accueil Félix Tessier. Chaque année, les délégataires ont l'obligation de remettre un rapport faisant le bilan de leur gestion du service public pour l'année passée. Donc, vous trouverez en pièce jointe les différents rapports, ainsi que l'avis de la commission consultative des services publics locaux. Donc le Conseil va prendre acte des différents rapports transmis. Merci Vincent. Y a-t-il des interventions? Il n'y en a pas. Je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient. Délibération adoptée. Délibération suivante. Je passe la parole à Marie Grenapin concernant le fonds de concours auprès de Nantes Métropole sur le site de la Sablière, bord de Loire. Oui, merci. Bonsoir. Étape du voyage à Nantes depuis le 2017, la Sablière propose un espace convivial avec restauration, boissons, animation. Suite au renouvellement du prestataire après appel d'offres fin décembre 2024, et depuis cet été, le site comporte un nouveau modulaire et ainsi que de nouvelles tables et places assises, soit désormais environ 150 places. Depuis 2016, Nantes Métropole a mis en place le principe de versement d'un fonds de concours aux communes assurant la gestion de sites à vocation touristique et à rayonnement extra-communal. Le montant des dépenses éligibles au fonds de concours en 2025 sur la Sablière est de 29 863,59 € et le montant attribué par Nantes Métropole s'élèvera à 11 945 € au titre de l'année 2025, sous réserve du vote du Conseil métropolitain du 3 octobre 2025. Donc cette délibération vise à autoriser Monsieur le maire à signer la convention annuelle avec Nantes Métropole pour permettre le versement de ce fonds de concours. Merci Marie. Est-ce qu'il y a des interventions? Il n'y en a pas. Je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient. Délibération adoptée. Délibération suivante. Je passe la parole à Marc David concernant le mandat au centre de gestion pour le risque santé des agents.
Merci, monsieur le maire. Donc, on a évoqué déjà il y a quelque temps la protection sociale complémentaire suite à une ordonnance de février 2021. Cette protection sociale complémentaire prévoyait 2 volets, un volet prévoyance et un volet santé. Le volet prévoyance a été mis en place au 1er janvier 2025 et on doit mettre en place le volet santé pour les agents au 1er janvier 2026. Pour ce faire, eh bien, il faut faire des appels d'offres et des consultations auprès des assureurs. Donc, l'objet de cette délibération est de confier au centre de gestion de Loire-Atlantique, mais aussi au centre de gestion des Pays de la Loire, le fait de rechercher le meilleur partenaire, le meilleur assureur pour pouvoir couvrir ce risque. Donc, les centres de gestion piloteront la définition des régimes de garantie, la rédaction du cahier des charges et puis surtout la conduite des négociations avec les assureurs. Ils ont plus de poids, on a plus de poids avec l'ensemble des centres de gestion que si on le faisait tout seul, et notamment surtout pour optimiser la tarification des risques. Donc l'objet de cette délibération, c'est de donner mandat au centre de gestion de Loire-Atlantique afin de réaliser la mise en concurrence et de trouver le meilleur organisme pour couvrir le risque santé. Merci Marc. Y a-t-il des interventions? Il n'y en a pas. Je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient. Délibération adoptée. Marc David pour la modification du tableau des effectifs. Alors comme à chaque conseil municipal, donc la mise à jour du tableau des effectifs avec des créations et des suppressions. Et notamment, cette fois-ci, on est suite à l'inscription sur liste d'aptitude au titre de la promotion interne et à l'avancement de grade. Je rappelle que l'inscription à la liste d'aptitude de la promotion interne passe par le centre de gestion suite aux lignes directrices de gestion qu'on a votées il y a quelque temps. Et vous avez dans les créations juste 2 postes qui sont ouverts dans un cadre d'emploi suite à stagiarisation de 2 catégories C sur des postes ciblés en B. C'est des personnes qui ont muté il y a quelque temps et on avait recruté des contrats et on va stagiariser ces contrats puisqu'ils donnent satisfaction. Merci Marc. Y a-t-il des interventions sur cette modification de tableau des effectifs? Il n'y en a pas. Je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient. Cette délibération est donc adoptée. Délibération 16, Patrick Cottrel, pour la convention de servitude au profit d'Enedis. Oui, il s'agit d'installer 3 bornes de chargement des voitures électriques devant la salle municipale, donc sur le parking de la salle Nigeria. Pour ce faire, on doit faire intervenir Enedis, qui va installer une ligne jusqu'aux bornes. Et il faut qu'on passe une convention avec Enedis pour qu'il puisse intervenir sur cette parcelle qui est publique de façon à installer les 3 bornes. Et la convention couvre aussi la possibilité pour Enedis de revenir pour éventuellement intervenir s'il y a des problèmes sur la ligne. Donc voilà, il s'agit de demander l'autorisation de signer cette convention. Merci Patrick. Y a-t-il une intervention sur cette convention? Il n'y en a pas. Je la mets donc aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée. Patrick Cottrel concernant l'acquisition d'un terrain rue du Président Coty. Alors, il s'agit d'un chemin qui relie la rue du Président Coty avec l'entrée actuelle du nouveau parc aux vignes qui a été réaménagé. Alors, c'est un chemin qui, en fait, aujourd'hui existe déjà et qui a été installé, qui devait être rétrocédé à la commune, mais bon, ça ne s'est pas fait à l'époque. Aujourd'hui, ça nous paraît important, vu le travail qui a été fait sur le parc aux vignes. Donc, il s'agit de prendre possession de ce terrain, je pense pour une valeur de 1 euro.
Merci beaucoup, Patrick. Est-ce qu'il y a des interventions? Il n'y en a pas. Je salue les membres de la copropriété présents. S'il n'y a pas d'intervention, je mets aux voix cette délibération. Qui est contre? Qui s'abstient? Cette délibération est donc adoptée. La délibération suivante, Lionel Salver, sur le renouvellement de la convention avec Faux West. Oui, bonsoir. Merci, monsieur le maire. Objet de la délibération, c'est le renouvellement de la convention avec l'association Faux West. C'est déjà la 3e fois que je présente ce renouvellement, donc une certaine habitude. Par contre, là, pour mémoire, quand même, Faux West, c'est une association de formation et lagueur grimpeur. Ils interviennent sur les arbres de la commune, à la fois pour l'entretien des arbres et pour la sécurité des Lucéennes et Lucéens. Bon, grosso modo, la convention, c'est toujours la même. À un détail près, cette fois-ci, quand même, qui a son importance. Les actes, les interventions sont désormais payantes. 250 € par jour. Ils interviennent entre 15 et 20 jours par an. Donc, il y a un petit coût. Mais c'est à la demande de l'association et pour être conforme aux différents droits à la législation. Donc voilà, je vous propose donc du coup d'autoriser le maire à renouveler la convention, à signer le renouvellement. Merci Lionel. Y a-t-il des interventions? Il n'y en a pas. Je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient. Cette délibération est donc adoptée. Délibération suivante, qui n'est pas une délibération, mais un prendre acte de la communication du rapport d'activité de Nantes Métropole. Je passe la parole à Véronique Cadieux. Donc, comme chaque année, nous vous présentons le rapport d'activité de Nantes Métropole, comme nous l'impose le Code général des collectivités. Le pôle Erdre comprend 130 682 habitants. En 2024, son budget de fonctionnement était de 2 334 619 € et celui de l'investissement de 18 271 022 €. Les interventions de Nantes Métropole concernent 3 thématiques. La voirie et les espaces publics, l'habitat, l'urbanisme et l'environnement, et le développement économique. Donc nous vous proposons de faire un petit focus pour notre ville. Donc je vais juste sélectionner quelques actions, parce que là il y en a beaucoup. En ce qui concerne la voirie et les espaces publics, on peut noter la requalification et la création d'axes vélos alternatifs rue de la Cadoire, la sécurisation des routes de la Haye et du bâtiment d'Ain. Une étude a également été menée pour la requalification de la rue Louis Gaudin, dont nous avons pu voir la réalisation cet été en 2025. On peut également noter la rénovation de la chaussée sur l'allée Albert Schweitzer, sur la route de Thoiret, sur la rue Jules Verne, ainsi que celle des trottoirs, par exemple rue du Ruisseau, rue des Anémones. Un point important, c'est les autres aussi bien sûr, mais la poursuite du changement des luminaires a également continué et on peut se dire qu'au 1er janvier 2025, 79% du patrimoine luminaire est en LED. Et bien sûr, la réhabilitation et l'extension des réseaux usés se poursuit, comme par exemple l'avenue des Frênes, la rue des Érables, la rue des Ormeaux et la route de Thoiret. En ce qui concerne l'habitat, l'urbanisme et l'environnement, on peut citer l'accompagnement des projets immobiliers qui se poursuit, notamment pour le projet Pigné à l'emplacement des meubles Le Gars. On a d'ailleurs posé la première pierre cet été, ainsi que l'accompagnement sur l'ensemble des ZAC. Il y a également la mise en œuvre du Plume et la contribution à la modification numéro 2 en lien avec la commune et le département développement urbain. Il y a également la participation aux instances techniques et politiques relatives à l'actualisation des fiches de la commune, et le suivi du programme local de l'habitat, le PLH. Enfin, en ce qui concerne le développement économique, on peut saluer l'importance de l'association de Saint-Luce Active, puisque le partenariat avec Nantes Métropole est très fort et constructif.
On peut citer également une quinzaine d'animations territoriales et d'événements qui ont eu lieu, notamment des visites d'entreprises, des échanges avec des débats tels que sur la RSE, l'emploi. On peut noter aussi le Forum Escale Emploi qui a été organisé cette année, 2024, pardon, à Sainte-Luce et avec un réel succès puisqu'il y avait 66 exposants qui sont venus avec 130 offres d'emploi et on a pu comptabiliser 517 visiteurs. On peut également souligner l'accompagnement des porteurs de projets et d'entreprises pour des recherches immobilières, des locaux commerciaux dans notre ville. Et aussi une contribution sur le volet pour le volet commerce de l'étude centre-ville. Voilà ce que l'on peut retirer globalement. Merci Véronique. Il y a beaucoup de choses qui sont pas de la quotidienneté, mais qui sont des actions de proximité. Voilà le mot. Merci Véronique. Cela vous donne à voir les actions menées par le pôle Erdre-et-Loire et par la métropole dans son ensemble sur notre commune. Ce n'est qu'un extrait, évidemment. On n'a pas parlé de déchets, notamment, et de tous ces sujets-là. Ça donne à voir, évidemment, à quel point la métropole de Nantes a un rôle majeur dans nos communes, et personne ne peut, je pense, dire le contraire, me semble-t-il. Et puis, ça donne à voir aussi le partenariat ville et métropole, parce que pour celles et ceux qui pourraient tenter de dire l'inverse, ici à Sainte-Luce, la métropole n'impose rien à personne et toutes les décisions que vous avez pu lire sur ce document sont des décisions prises par les élus ici présents au cours des différentes rencontres. Rien n'est jamais imposé, c'est du partenariat constructif. Et d'ailleurs, il faut rappeler qu'au-delà des actions que mène la métropole du quotidien, voirie, proximité, assainissement, tous ces gros sujets dont une commune ne pourrait pas se charger d'un point de vue financier, il y a en plus les financements qui sont dédiés, enfin, que nous recevons directement, qui sont désormais supérieurs au financement de l'État. Il me semblait important de le dire, à tel point cela a une importance dans notre vie de tous les jours, mais aussi dans le portefeuille de la commune. J'ouvre le débat, chers collègues. Est-ce qu'il y a des interventions ou des questions sur ce rapport d'activité ? Eh bien, s'il n'y en a pas, je pense que je dois faire voter le fait qu'on prenne acte. On va le faire voter dans le doute. Est-ce qu'il y a des avis contraires, des abstentions ? Merci. Délibération 20. Il s'agit d'un mandat spécial pour le déplacement au Congrès des maires de France, comme chaque année en fait. Le conseil municipal m'autorise à me déplacer au Congrès des maires qui se déroulera porte de Versailles à Paris du 18 au 20 novembre. C'était un grand rassemblement de quasiment 5000 maires et adjoints. En l'espèce, il est proposé de m'autoriser à y participer ainsi que Marianne Besmoulin et donc de nous mandater à la fois à participer à ce congrès et à prendre en charge les frais occasionnés pour ce déplacement. C'est une récurrence, on le fait chaque année. Est-ce qu'il y a des interventions sur ce sujet ? Il n'y en a pas. Je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient. Délibération adoptée. La dernière est une information concernant les décisions prises dans le cadre des délégations que le conseil municipal m'a confiées. Vous avez de délivrance et reprise de concessions dans les cimetières. Et puis, vous avez une décision pour le CCAS qui est la mise à disposition d'un bien vacant situé 14 rue de la Loire au profit de l'association Une famille, un toit, à titre gracieux, et ce jusqu'au 31 décembre 2025. Et puis vous avez des marchés publics. Vous avez alors notamment les marchés qui ont été conclus concernant la rénovation de la chaufferie de l'hôtel de ville pour une somme de 93 000 €. Les travaux sont imminents. Nous avons des marchés concernant les travaux de clôture et de serrurerie de la gendarmerie. Il ne vous a pas échappé qu'il y avait des travaux conséquents en ce moment pour 53 171 €. Et puis nous avons signé des marchés concernant la restauration de l'école de la Rentière pour un montant de 153 526 €.
Sur le volet des services, nous avons passé un marché de 22 752 pour la maîtrise d'œuvre en vue de la rénovation du complexe sportif Tabarly-Le Boniec pour l'année prochaine et de 23 469 € pour la rénovation de la salle Éon qui déroulera aussi l'année prochaine. Et puis il y a des avenants qui ont été conclus, c'est-à-dire des marchés déjà passés sur lesquels nous passons des avenants, à la fois pour la cour élémentaire de la Cerisay, c'est 4 695 €, c'est les travaux de végétalisation. Et puis pour la réhabilitation sanitaire et traitement acoustique de la restauration de l'école de l'Arrentière, pour un montant de 462 €. Et puis sur les services, nous avons un avenant de 23 332 € pour la maîtrise d'œuvre pour le parc aux vignes et de 4 950 € pour le schéma directeur des équipements sportifs avec mouvance. Voilà, chers collègues, est-ce qu'il y a des interventions sur ce sujet ? Il n'y en a pas, il n'y a pas de délibération sur ce sujet-là. Chers collègues, le conseil municipal est achevé. Je vous souhaite à toutes et à tous une bien bonne soirée.